il n'y a pas de crise des migrants. Le solde migratoire, comme disent les démographes ou les économistes, est nul. En 2013, par exemple, l'INSEE nous dit, voilà, il y a tant de gens qui arrivent et tant de gens qui partent, donc la différence est 33 000. C'est-à-dire très peu. Ce que je fais, c'est exactement le contraire. Je prends les immigrés qui arrivent moins les immigrés arrivés qui repartent et les Français expatriés moins les Français expatriés qui reviennent. Et au lieu de 33 000, on arrive à 260 000. C'est plus du tout la même chose. La France, maillon faible de l'Europe, point d'interrogation, c'est le titre de l'ouvrage de mon invité Marek Gladys. Bonjour monsieur. Bonjour. L'intérêt de votre ouvrage, Marek Gladys, c'est que vous êtes polonais, journaliste et vous livrez une critique assez radicale de notre pays, la France, un pays qui vous rappelle de plus en plus votre Pologne natale, mais celle de avant la chute du mur de Berlin, une Pologne communiste où il fallait dissimuler ses idées. Comment expliquez-vous que cette chape de plomb du politiquement correct que vous évoquez, vous puissiez la constater à la fois dans un régime communiste et dans une démocratie ? En effet, c'est très bizarre. Vous savez, c'est comme si je voyageais un peu dans le temps. J'ai grandi à l'époque soviétique. Et en effet, à l'époque soviétique, on avait le droit de penser comme notre voisin, pas autrement. La pensée officielle était imposée à tous. Et là, je ne sais pas comment vous l'expliquer en démocratie. La France est une vieille démocratie, ancienne démocratie, le pays qui se prévaut d'être la patrie des droits de l'homme. Et là, j'ai du mal à l'expliquer. Comment c'est possible? Parfois, je commence à même me demander s'il existe encore la liberté de parole. Parce que la chape de plomb dont vous parlez du politiquement correct... Donc, que vous évoquez dans votre ouvrage. En effet. Est tellement omniprésente que on se demande si on peut encore avoir des vrais débats sur les sujets brûlants comme l'immigration, comme communautarisme, des sujets comme ça. Est-ce qu'on peut encore avoir des véritables débats sans avoir la crainte d'être ostracisé, d'être taxé de xénophobe, d'être taxé de fasciste? Pour vous, elle se manifeste, cette chape de plomb du politiquement correct, justement par l'absence de débat sur des grands sujets sociétaux comme l'immigration? En effet, vous savez, c'est assez incroyable parce que, par exemple, on est à l'aube d'une explosion démographique en Afrique. Les spécialistes nous disent que dans 30 ans, peut-être la population de l'Afrique va doubler. Il y aura encore 1 milliard de plus d'Africains qui, bien sûr, en grande partie vont vouloir venir, par exemple, en Europe, et on n'en débat pas. Un débat véritable où on ne craint pas d'être taxé de raciste, islamophobe, juste parce qu'on a une opinion différente de la Macronie, du camp du président Macron, serait quand même bienvenu, serait justifié. Or, on a l'impression que voilà, on met le sujet sur le tapis, on met la... Est-ce que vous pensez que cette chape de plomb ne date que de l'ère Macron? Non, ou est-ce qu'elle a commencé avant, peut-être? Bien sûr. Ça fait des décennies qu'elle est là. Mais là, je crois qu'avec Hollande et ensuite Macron, elle a atteint un paroxysme. En plus, avec Macron, on a parfois l'impression que
Ça c'est un peu, si vous voulez, la chope, elle est moins là parce que Macron lui-même, il aime parfois avoir des petits mots comme ça, dire par exemple, voilà, sur les migrants ou quelque chose qui n'est pas politiquement correct. Mais... Oui, il peut dire, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, ce qu'avait dit Rocard, et en même temps ne pas resserrer les contrôles aux frontières, etc. Voilà, mais après, quand on veut en débattre vraiment, véritablement, là on se rend compte que c'est très, très difficile. Quand on voit parfois, surtout par exemple avant les dernières élections européennes, quand on voit les débats parfois, je voyais Le grand débat national. Non, pas nécessairement, parce que le grand débat national, c'était plutôt un show, one-man show du président Macron. On voit qu'il aime ça, un peu à la mode étudiant, voilà, en bras de chemise, discuter pendant des heures, et finalement, il n'y a pas de résultat. Mais avant les élections européennes, quand il y avait des débats dans les médias français, j'étais étonné parfois de voir des débats entre les macroniens fervents, macronien modéré et macronien timide. Mais tout le monde était macronien. Il y avait un débat entre les macroniens au lieu d'avoir véritablement des opinions des autres camps politiques. Donc c'est assez frustrant, assez étonnant de voir ça. Marek Gladys, vous reprenez cette déclaration concernant la France du ministre polonais des Affaires étrangères, Jacek Czaputowicz, un pays qui aime donner des leçons aux autres, mais qui n'arrive pas à résoudre ses propres problèmes, parfois d'une gravité extrême. Comment vous expliquez cette arrogance française ? Vous savez, cette arrogance française, elle existait déjà. Déjà avant, il y avait le président Chirac qui a dit, par exemple, aux Polonais, d'Esther à l'époque de la Deuxième Guerre en Irak, quoi qu'on pense de cette guerre. Hein. Là, je parle juste de la forme Sarkozy qui a traité le défunt président polonais Lech Kaczyński d'un lâche. Mais là, avec Macron, ça vraiment, encore une fois, ça a été un paroxysme parce que de voir le président de la République française oser traiter les autorités polonaises de nationalistes lépreux. Des insultes jamais vues, de dire que les autorités polonaises sont des esprits fous qui montent à leur peuple. Pour qui se prend-il ? Franchement, là, je ne crois pas qu'on puisse bâtir l'Europe en insultant les gens qui ne pensent pas comme vous. C'est pas comme ça qu'on bâtit l'Union européenne. Ils clament vouloir sauver l'Union européenne. On ne sauve pas l'Union européenne en insultant les autres et en voulant la bâtir sur la paire. Parce qu'il dit, soit c'est moi, soit c'est le chaos et la guerre. Vous évoquez même cette déclaration, cette sortie du président Macron, selon laquelle il comparait l'ancien Premier ministre Kaczynski à Poutine. Pour vous, c'est une profonde méconnaissance de l'histoire polonaise ? C'est une aberration parce que... Je sais qu'il y a une grande partie des droites françaises qui a une certaine, qui sont une certaine, comment dire, qui se sont un peu proches de Vladimir Poutine. Mais là, je suis pas du tout d'accord avec cette partie de la droite française parce que, disons-le franchement... la droite française qui aurait peur de Poutine, vous voulez dire ? Non, qui se sont proches de Poutine, qui se sont proches peut-être idéologiquement ou, voilà, ou stratégiquement, parce que Poutine en Syrie, par exemple, voilà, il a montré qu'on pouvait... La guerre au terrorisme, un certain conservatisme sociétal. Voilà, tout à fait. Donc, il y a une partie de la droite française qui peut-être se sont un tout petit peu proche de Vladimir Poutine. Pour moi, je suis pas d'accord avec cette partie de la droite française parce que, disons-le clairement, pour moi, la démocratie russe est une démocratie de pacotille. Si vous voyez des journalistes d'opposition qui sont en prison ou qui... Oui, on sait l'attachement des Polonais pour les États-Unis. En plus, oui, tout à fait. Mais la démocratie américaine, c'est une démocratie
de meilleure qualité que la russe, selon vous? Sans aucun doute, sans aucun doute, sans aucun doute. Vous savez, on dit, oui, les Polonais sont russophobes, mais on a aussi des raisons objectives d'être russophobes, russophobes, de craindre la Russie, parce que dans le passé, on avait beaucoup de problèmes avec. Oui, mais est-ce qu'elle est rationnelle, cette critique? On peut évoquer cette peur vis-à-vis de l'Union soviétique, mais est-ce que vous avez une réelle crainte vis-à-vis de la Russie de Poutine, qui n'est pas un régime expansionniste? Ah si, quand même. Comme vous dites, n'est pas un régime expansionniste. Quand on voit l'annexion de la Crimée, quand on voit le même genre de volonté concernant Donbass en Ukraine, il y a souvent des provocations comme quoi les avions russes violent l'espace. En même temps, c'est européen. les citoyens de Crimée qui ont déclaré leur attachement avec ce référendum. Donc, c'est vrai. Est-ce que c'est pas les russophones qui veulent retrouver la mère patrie aussi? C'est vrai, mais je crois qu'on ne va pas résoudre là ce débat aujourd'hui, parce qu'en effet, vous savez, Hitler, il disait, quand il a attaqué la Pologne en 1939, il allait au secours de la minorité allemande en Pologne. Donc vous voyez, pour nous, ce n'est pas un argument qui nous convainc tout à fait. Hein. Marek Gladys, on va passer au chômage, pour parler de votre ouvrage. Voilà, en France, il est d'environ 9%, et vous opposez ce taux à celui en Hongrie, en Pologne, en Tchéquie, tous en dessous de 4%. Comment vous expliquez la réussite de ces pays en matière de travail? Il faut dire que, voilà, en dessous de 4%, ce plein emploi, il faut le dire, parce qu'il y a toujours un peu de chômage conjoncturel, c'est pas un chômage structurel. En effet, vous savez, quand on voit par exemple les relations entre les entrepreneurs français et les entrepreneurs polonais qui veulent collaborer, là, les entrepreneurs polonais, ils sont très surpris de voir la lourdeur administrative en France, la lourdeur bureaucratique en France. Il y a des choses qu'on pourrait faire en Pologne en un jour. En France, il faut attendre la réponse une semaine, voire un mois. En plus, vous avez en France les taux de prélèvement obligatoire record. Après, les entrepreneurs parfois français peuvent se plaindre en disant voilà, c'est l'Union européenne qui nous met des bâtons dans les roues. Mais les pays suivants, la Hongrie, la Pologne, la Tchéquie, sont eux aussi font partie également de l'Union européenne. Là, pour une fois, je serais d'accord avec le président Macron qui dit c'est une feuille de figue qui cache un cache-sexe. Voilà. On dit toujours quand quelque chose ne va pas en France, on dit toujours c'est Bruxelles. Mais comme vous dites, la Pologne est aussi membre de l'Union européenne. On a le chômage à 3,5. Et quand on entend le président Macron vouloir faire l'harmonisation fiscale dans l'Union européenne à la française, établir par exemple le SMIC européen, là, beaucoup de Polonais en perdent. Parce que s'ils commencent ils se disent, si Macron il commence à nous imposer les règles à la française, la fiscalisation à outrance, le taux de prélèvement obligatoire est record, la bureaucratie comme en France, il va nous flinguer la croissance. Il va nous flinguer le plein emploi. Là, les Polonais, ils en perdent. Alors, autre thématique sur laquelle vous insistez dans votre ouvrage, c'est l'arrivée des migrants en Europe il y a quelques années, et vous dites que voilà, ces pays-là, notamment la Pologne, sont très peu touchés par ces arrivées. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une volonté politique de ces gouvernements, ou alors est-ce que c'est les migrants qui se détournent de ces pays parce qu'il y a un niveau de vie peut-être, on va dire, inférieur aux pays d'Europe de l'Ouest? Tout ça ressemble. On dit pas assez, enfin, on dit presque jamais en France que la Pologne a déjà accueilli presque 1,5 million d'Ukrainiens. Justement, en rapport avec la guerre dans le Donbass, mais il y a bien sûr aussi des migrants économiques ukrainiens. Et là, quand il y a 1 million ou 1,5 million d'Ukrainiens qui arrivent en Pologne, on ne dit pas à la France, mais écoutez, il faut partager un peu les obligations de l'Union européenne, il y a la solidarité européenne qui doit marcher, prenez un peu d'Ukrainiens. On ne les dit pas, on les accueille tout simplement. Et on ne supporte pas.
déjà après avoir accueilli 1,5 million d'Ukrainiens, les capacités d'accueil en Pologne sont un peu saturées déjà. Et on ne supporte pas d'entendre le président Macron ou Mme Merkel dire en plus, vous devez accueillir les migrants qui arrivent de l'Afrique, du Moyen-Orient, parce qu'on le veut, parce qu'on ne va pas les accueillir tous. Nous, il faut qu'on partage ce poids-là. Est-ce qu'on a demandé à partager le poids des migrations ukrainiennes? Mais est-ce qu'il n'est pas plus facile pour la Pologne d'accueillir ses voisins ukrainiens que d'accueillir des personnes issues d'une autre civilisation? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, il est plus facile, on ressent une certaine proximité. Mais est-ce que c'est, voilà, juste parce qu'ils sont voisins, juste parce qu'ils sont proches culturellement, est-ce qu'on devrait les refuser? Ne pas les accueillir en Pologne en disant non, écoutez, là, vous restez où vous êtes, on doit prendre les migrants africains parce que Mme Merkel, M. Macron nous a demandé ou ordonné de le faire. Il y a en Europe centrale, en Hongrie, en Pologne, en République tchèque, un fort refus de se voir imposer la relocalisation automatique de tous les migrants qui arrivent, des réfugiés qui arrivent en Europe, car, comme je vous ai dit, il y a bien sûr la question des réfugiés, mais une grosse partie des migrants africains qui arrivent en Europe, ce sont des migrants économiques qui sont presque jamais reconduits ensuite à la frontière. Étant donné que l'Europe n'arrive pas à avoir une politique migratoire d'accueil des migrants et de contrôle d'immigration efficace, on refuse d'en prendre part à ce cirque, parce que justement, si on ne peut pas avoir un débat véritable à l'aube de l'explosion démographique en Afrique, là on va dans le mur. Marek Gladys, vous êtes pour un glissement du centre de gravité en Europe du pouvoir. Vous évoquez l'axe franco-allemand. Vous êtes à l'initiative, enfin en tout cas vous reprenez ces propos du ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini de faire un axe qui irait de Varsovie à Rome. Est-ce que vous pensez qu'un pouvoir qui s'appuierait sur Varsovie, ces deux capitales, puisse tenir debout? Oui, et pourquoi pas? Mais bon, c'est vrai que dans mon livre, c'est un peu provocateur. Parce qu'on entend toujours l'axe franco-allemand qui centre de l'Europe. Centre de l'Europe. Les Polonais ont parfois l'impression de subir un dictat franco-allemand. Est-ce que les Polonais ne sont pas un peu considérés comme, s'il y avait une citoyenneté européenne, comme un peu des sous-citoyens en Europe? Déjà, ils sont considérés comme un punching ball. Vous savez, quand il y a quelque chose qui ne va pas en Europe, ah oui, c'est à cause des Polonais, parce qu'ils sont trop catholiques, ils sont trop xénophobes. Ils sont fascistes. Voilà. Fascistes, oui, voilà. Comme quoi le ridicule n'a pas de limite. Oui, voilà. Donc déjà ça, concernant l'axe, par exemple, polono-hongrois, par exemple, c'est possible, mais c'est vrai qu'il y a aussi la question d'Italie qui se sent un peu trop proche de la Russie au goût des Polonais. Donc ça peut freiner la constitution de cet axe. Mais si par exemple, parce que vous savez, on dit la vague des populistes en Europe finalement n'était pas si grande pendant les élections européennes. Si les trois groupes de différents partis qui sont nommés par les adversaires, les populistes ou les nationalistes, se mettaient ensemble, il serait le deuxième plus grand groupe dans le Parlement européen. Donc peut-être il serait envisageable que ces pays-là, que ces partis-là trouvent quelques points communs pour pouvoir faire valoir ces arguments. Par exemple, le refus d'accueillir sans règles établies, sans contrôle efficace, toute l'immigration qui viennent en Europe. Ça serait déjà un point commun.
Vous évoquez, Marek et Gladys, cette chose concernant la France. Je vous cite, elle est historiquement la nation où les changements les plus radicaux peuvent s'opérer de la manière la plus rapide qui soit. Mais est-ce que ce sont des changements qui, en général, vont dans le bon sens ? Pas nécessairement. Mais vous savez, c'est très compliqué parce que concernant, par exemple, dernièrement, le gilet jaune, au début, on avait l'impression d'avoir quelque chose une explosion de mécontentement social spontané et assez justifié parce que, en effet, quand vous entendez à l'époque, vous entendiez à l'époque les porte-paroles du gouvernement de dire avec un mépris, oui, les gars qui fument la clope, qui roulent en diesel, quand vous entendiez Macron dire les gens qui sont rien, qui sont des illettrés. En effet, on comprend ces gens-là qu'après, ils ont envie de manifester, à la limite, casser des choses, parce qu'en France, c'est une tradition. Dès qu'on manifeste, on casse, parce que sinon, le gouvernement s'en fout. Et, en effet, ce qui est dans tout ça dramatique, c'est que le président Macron a laissé pourrir ce mouvement. Les gens qui cassaient les choses, qui de façon inadmissible vandalisaient les rues de Paris ou d'autres villes, c'était pas les mêmes gens qui ont commencé le mouvement sur les ronds-points. Donc il a laissé pourrir le mouvement justement pour dire ensuite, vous voyez, ce sont des hooligans, criminaliser le mouvement. Voilà, il a réussi à le faire. Et vous estimez aussi, concernant le journalisme en France, que cela a en partie changé depuis les années 80. Quel changement avez-vous observé en matière de journalisme, de traitement de l'information politique ? Si vous voulez, quand je suis arrivé en France, le journalisme en France à l'époque, c'était il y a 30 ans, était très différent du journalisme anglo-saxon parce que on avait une certaine... on accordait un tel respect excessif aux hommes politiques qu'en voulant pas les froisser, on n'arrivait pas à leur poser de bonnes questions. Il y avait à l'époque juste une émission à la télévision, L'Heure de vérité, où les journalistes arrivaient en fait à voir la suite dans les questions. Voilà, si un politicien répondait à côté, il reposait la question. Entre-temps, ça a changé. Mais maintenant on a un problème peut-être encore plus grave avec les politiquement corrects. Parce que quand je dis, si vous organisez un débat politique où des différentes sensibilités politiques doivent être représentées, finalement c'est un débat entre les macroniens fervents et macroniens timides, c'est un peu ridicule. Et vous dites, Marek Gladys, que la complaisance a partiellement disparu. Vous trouvez que, par exemple, quand on voit Rutel Krief taper dans la main du candidat Macron, c'est la disparition de la complaisance ? Partiellement, c'est très important que vous avez très ajouté. Partiellement. Oui, partiellement, parfois, ça disparaît, mais... tout de suite, ça réapparaît. Donc, c'est vrai que c'est un problème que je croyais avoir vu progressivement disparaître, mais il réapparaît comme par la magie. Hein. Le fameux, le PiS, le Parti libéral conservateur polonais, est arrivé au pouvoir en 2015, selon mes souvenirs. En France, on a souvent l'habitude, enfin les médias de masse ont souvent l'habitude de dire que c'est un parti archaïque, fasciste. Est-ce que l'équipe de M. Kaczynski et ses successeurs sont des fascistes ? Encore une fois, vous voyez, il y a des choses, le ridicule n'a pas de limite. Si vous regardez le parti au pouvoir PiS, c'est tout simplement un parti conservateur. Déjà, dire en France conservateur, c'est déjà péjoratif. Donc, voilà, on ne sait pas finalement quoi dire parce que quand on voit le président Macron le traiter de nationaliste lépreux, après populiste, qui est déjà très péjoratif en France, le gouvernement qui est finalement gaulliste. On a l'impression que les gaullistes sont partis de France, ils se sont installés en Pologne, une partie au moins. Des gaullistes, parce que justement, Kaczynski, qui est l'homme fort du parti PiS en pouvoir, il dit « Ma vision de l'Europe, c'est la vision gaulliste ». Il se réfère très souvent l'Europe des nations, c'est ça ? Voilà, à Charles de Gaulle, voilà, il se réfère souvent. Et de voir ce genre de parti
On peut les aimer ou non, mais de les voir insultés par un président français juste parce qu'ils ont une autre vision de l'Europe comme lui, c'est inimaginable. Où va-t-on ? Marek Gladys, je rappelle donc le titre de cet ouvrage, La France, maillon faible de l'Europe, point d'interrogation, observation d'un journaliste polonais. C'est édité chez L'Artilleur. Marek Gladys, merci d'être venu sur le plateau de TV Liberté. Merci beaucoup.